Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour et bienvenue à Équipodcast épisode 11. Avant tout, je tiens à remercier les 180 quelques personnes qui se sont abonnées à la chaîne Équipodcast sur YouTube. Très apprécié. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé ou ont commenté jusqu'à maintenant. C'est très important. Puis aujourd'hui, c'est d'une importance encore plus cruciale parce que je veux faire avec vous un spécial question. Comment se questionner? Et cette idée m'est venue avec les élections américaines qui se sont passées la semaine dernière. Et j'aimerais partager un petit peu avec vous ma vision, ma façon de voir ou d'analyser, pas de voir, d'analyser les choses pour avoir une idée pragmatique, plus claire. Et aborder les illusions qui brouillent notre jugement parfois. Puis j'utilise bien le mot les illusions. On a une illusion de démocratie, une illusion de liberté, une illusion. On a beaucoup d'illusions, hein? Alors, quelles sont les illusions qui brouillent un petit peu notre jugement ou encore comment le système en place nous maintient dans la précarité, toute la gang de citoyens payeurs de taxes, surtout au Québec et en Amérique du Nord. Donc, j'ai préparé un document pour vous partager dans quelques instants. Et on va se poser plein de questions dans ce podcast-ci. Et je vous invite à commenter dans la section commentaires sur YouTube, à indiquer, à donner vos impressions, à répondre aux questions qui seront soulevées pendant ce podcast-ci. Je pense que c'est très important d'apprendre à prendre du recul, à voir, à ne pas être dans la forêt subjugué par toutes les informations qu'on a, puis soi-même regarder, se poser les bonnes questions par rapport à tous les éléments qui sont en place et ramener ça à soi-même. C'est l'invitation que je vous fais ce soir, aujourd'hui. Ce soir, je dis à 18h, mais oui. Alors, avec les élections américaines et la victoire de Trump, moi, ce que j'ai observé, c'est 50% de gens qui étaient remplis d'espoir à voir Trump élu président américain. Il va sauver l'Amérique, ramener la paix, les libertés, la liberté dans le monde, arrêter les guerres. Et j'observe 50% des gens déprimés et découragés. Si on va sur justement YouTube voir des Democrats Meltdown, M-E-L-T-D-O-W-N, je vous invite à voir ça. C'est des gens qui pensaient que Kamala Harris allait rentrer au pouvoir puis qui sont complètement détruits puis qui pètent des plombs et des crises. Ils sont déprimés, découragés, ceux qui ont perdu, 50% qui prenaient pour les démocrates.
pensant que Trump est un dictateur, un nazi, un fasciste qui va détruire le monde, leur vie, ramener l'esclavage, etc. Donc, comment on peut en arriver à deux positions totalement opposées? Est-ce que ça veut dire que 50 des gens sont fous et 50 de l'autre partie est intelligent? Puis je ne dirais pas lequel qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. C'est-tu démocrate, républicain? Une chose est certaine, c'est qu'il y a sûrement des entités en place qui amènent à avoir une division aussi intense entre deux entités, deux visions de la chose, des élections américaines. Et je vais ramener aussi ce côté-là avec nos questionnements au niveau provincial, provincial québécois, au niveau fédéral, canadien. Les États-Unis, on va les observer aussi, puis un petit peu plus international, mais on va se poser les bonnes questions. Premièrement, ce que j'ai noté ici, c'est une des choses qui empêche une analyse froide, c'est l'illusion de proximité. C'est pas parce qu'on voit une personne, comme vous me voyez en ce moment, à 18 pouces d'un écran, qu'on se connaît ou qu'on connaît la personne. Il y a, il y a une illusion de proximité ou de compréhension ou qu'on se sent rapproché d'une personne parce qu'on la voit à l'écran au quotidien. C'est pas le cas du tout, donc il faut prendre un peu de recul et se dire wow, cette personne-là est loin de ma réalité, elle est loin de ma vie. Ça, c'est la première observation que j'ai faite de plusieurs commentaires que j'ai pu voir là, des gens très passionnés puis très dedans avec les élections américaines ou tout autre sujet qui affecte nos vies au quotidien. Deuxièmement, je crois qu'il est important de vérifier qui sont les sponsors ou les commanditaires. Mon bon ami Yannick Tremblay a ramené ça il y a quelques podcasts. Il disait, c'est qui les sponsors de ces gens-là qui sont mis en avant? Parce que c'est impossible. Et je répète, c'est impossible pour un citoyen lambda ou une personne normale d'accéder à devenir un premier ministre ou devenir un président sans qu'il y ait des sponsors par en arrière. Ça prend des gens qui poussent cette personne-là parce qu'ils ont des intérêts. Donc, si une personne pousse parce qu'ils ont des intérêts, qui sont les personnes qui poussent ceux à être devant, comme Trump, comme Harris, comme Trudeau? Trudeau ne serait jamais là si ça n'avait pas été de son papa parce que c'est un criminel qui a un passé très laid. Donc, comment ça se fait qu'il s'est ramassé premier ministre du Canada et qui nous endette qui a augmenté la dette de 700-800 milliards qu'on va léguer à nos enfants? Troisièmement, il faut ramener ça que quand quelqu'un donne de l'argent ou pousse ou endosse une entité ou une personne élue, c'est parce qu'elle veut quelque chose en retour. C'est pas par je veux le bien de cette personne-là puis du monde. Là. C'est très rare, ça. C'est très rare. Donc, ou s'il veut le bien, mais on veut savoir pourquoi lui, ça y profite. Donc, c'est trois questionnements de base que je me mets pour voir un petit peu comment ça se fait qu'une personne se ramasse dans une situation comme la présidence, à la présidence ou un élu. Donc, pour juger, moi, je vais vous partager, moi, pour juger si une personne ou une entité travaille pour moi, le citoyen payeur de taxes, je prends trois critères. Le premier, c'est le respect des droits fondamentaux. Les 30 droits fondamentaux, la dignité pour tous, la liberté pour tous, etc. C'est extrêmement important pour moi. Est-ce que l'entité qui est en place respecte les droits fondamentaux dans ce qu'elle dit ou dans son programme ou dans son agenda? Deuxièmement, c'est la décentralisation des pouvoirs vers le citoyen. Est-ce que cette personne-là veut un système centralisé, un seul gouvernement qui contrôle tout, ou est-ce qu'elle décentralise certains pouvoirs vers les citoyens, donne plus de pouvoir décisionnel à travers le vote, à travers des référendums, avec un programme qu'elle est obligée de respecter, avec de l'imputabilité vers ceux qui ne respectent pas, etc. Donc, c'est le deuxième point, moi, que je juge si une personne travaille ou non pour moi. Le premier, c'était les 30 droits fondamentaux.
Deuxième, c'est est-ce qu'elle décentralise les pouvoirs vers le citoyen, donne plus de pouvoir, ou est-ce qu'elle centralise le pouvoir vers elle, vers l'entité gouvernementale? Et la troisième, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois, c'est le respect des ressources naturelles. Je suis pas Greta, comment ça s'appelle? Thunberg. Je suis pas un activiste vert, sauf que c'est la richesse de tous d'avoir de l'eau potable, de l'air pur, des forêts qui se tiennent debout, de protéger certaines zones, une faune et une flore riches, conservées, etc. Donc, il y a une façon de faire plutôt qu'admettons que je vais prendre euh, le comparatif avec le film Avatar. On voit les habitants de la forêt, puis là, les, les preneurs ou les humains à ce moment-là arrivent avec leurs grosses machines, piétinent tout, détruisent tout sur le passage, comme parfois on fait dans les mines, etc., sans faire attention au cours d'eau. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'exploiter nos ressources en respect autant que possible des ressources naturelles, en respect de la nature, en respect de l'eau, qui est l'eau potable, qui est importante pour tous. Ça fait que c'est les 3 points: respect des droits fondamentaux, décentralisation des pouvoirs vers le citoyen et respect des ressources naturelles. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu comment je vois. Il y a deux entités. Alors ici, qui sont les sponsors ou les commanditaires, les lobbies milliardaires? J'en ai déjà discuté dans des podcasts antérieurs. Il y a 50 lobbies pour l'industrie de l'aluminium au Québec, 27 lobbyistes pour les Big Pharma juste au Québec. Donc, ces gens-là vont influencer le gouvernement. Qui sont ces sponsors-là ou les commanditaires derrière les élus? C'est une question qu'il faut se poser. Deuxièmement, j'ai fait une petite charte qu'il n'y a rien à gauche pratiquement, puis tout à droite. Pouvoir, qui sont pour une décentralisation des pouvoirs vers le citoyen, puis un pouvoir centralisé ou un agenda mondialiste. Alors, on va y aller avec le provincial pour commencer. On a la CAQ qui a brisé plein de promesses, tout ce qu'elle avait promis au niveau de la santé, troisième lien, réduire la taille de l'État, réduire les dépenses, tout ce qu'elle avait promis comme grosse promesse, elle a rompu ces promesses-là. Et c'est la même chose pour tous les partis au niveau provincial depuis plus de 30 ans. Le Parti québécois, c'est la même chose que la CAQ comme programme, sauf pour la séparation du Québec. Le Québec solidaire, ça, moi, je considère que c'est un parti qu'ils ont mis en place avec Nadeau et d'autres petites personnes pour préparer le futur marxiste-socialiste. Les jeunes vont voter pour le Québec solidaire, la prochaine génération. Et est-ce que les gens pensent vraiment que Duhem peut devenir PM du Québec, premier ministre du Québec? Vraiment, là? Puis le Parti libéral est en reconstruction. Donc, en ce moment, tous ces partis-là, je tiens à vous dire qu'ils ont appuyé pendant la crise COVID, sans exception. Tous les élus ont appuyé les mesures avec décret qui réduisaient les libertés fondamentales des gens. Maintenant, si on y va au niveau fédéral, on a le Parti conservateur qui fait bien des promesses au niveau économique, puis c'est super, sauf que Poilievre et son équipe croient au système central. Ils veulent ils veulent pas décentraliser les pouvoirs vers le citoyen, ils veulent garder ça là. Il y a le Parti populaire de Maxime Bernier, qui est plus de centre. Là, je les ai placés, je ne sais pas si vous avez remarqué, je les ai placés plus au centre mais il ne sera jamais élu. Il ne rentrera jamais au pouvoir, Maxime Bernier, malgré un programme qui est quand même très bien. Et la coalition libérale, NPD, Bloc québécois, sont tous pareils, sont tous pour des mesures liberticides. Et il ne faut pas oublier que Trudeau avait gelé les comptes de banque de ceux qui ont appuyé le convoi de la liberté des truckers à Ottawa. C'est une première dans un pays démocratique, un pays occidental. Ça ne s'était jamais fait. Trudeau l'a fait
ici pendant la crise COVID parce qu'il y avait l'obligation vaccinale. Alors, et puis, il a fait appel à la loi de l'urgence, l'acte d'urgence, qui s'est avéré illégal par la suite pour ce qu'il y avait. Donc, on vient de passer le provincial, le fédéral. Je m'en vais aux États-Unis avec qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je n'ai absolument aucune certitude. Là. Je vous dis juste, je crois il faut jamais donner carte blanche. Là. Je comprends que les gens sont très passionnés par rapport à Trump ou à démocrates, républicains, gauche, droite, etc. Mais je demande ce soir qu'on fasse une analyse pragmatique, une analyse froide. Moi, je ne suis pas capable de me dire si Trump est un bon gars ou un mauvais gars parce que je le vois comme un vendeur de chars qui fait plein de promesses. D'ailleurs, ici, on va les ramener un petit peu. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 2012, Trump a financé les deux partis, démocrates et républicains, à égalité. Ensuite, en 2014, il a financé Kamala Harris. Il est proche des Jésuites. Il est ami avec les Clinton. Ou si lui ne l'est pas, ses enfants sont amis avec les enfants des Clinton. Et ça, c'est une proximité qui m'intrigue énormément. Surtout qu'il disait, qu'il parlait vraiment contre Hillary Clinton. Et il était ami avec Henry Kissinger, qui est un mondialiste pas loin du psychopathe reconnu. Il était ami avec Epstein. Il a doublé le budget de défense du Pentagone, passé de 1 milliard par jour à 2 milliards par jour. Il veut plus d'argent pour l'OTAN, pas payé par les États-Unis, mais il a demandé à tous les pays qui faisaient partie de l'OTAN de contribuer à l'OTAN. Donc, il veut plus d'argent pour l'OTAN, donc plus d'implications au niveau mondial, excusez-moi. Il a supporté les injections COVID et il a dit à la télévision nationale qu'elles étaient efficaces à 95 % alors que ce n'était pas vrai, tout comme nos élus québécois, canadiens, de United Kingdom et de partout au niveau occidental et d'Europe. Et finalement, il n'a pas enquêté sur Hillary Clinton. Donc, il y a beaucoup de questions, moi, qui restent en suspens au niveau de Trump. Pour ce qui est de RFK Junior, pour moi, c'est une anomalie. Je comprends mal ce qu'il fait dans le décor parce que si j'avais eu à voter aux États-Unis, c'est pour lui que j'aurais voté. Je suis plus libertarien dans ma mentalité. Il me rejoint plus. Mais RFK, qui se retrouve dans le cercle rapproché de Trump, pour moi, c'est une anomalie. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on lui attribue l'étiquette de anti-vax et tout ça, ce qui est un faux étiquette parce que c'est basé sur des recherches si vous allez lire son livre. Mais RFK est une anomalie, moi, en ce moment, dans le décor de la politique américaine. Donc, si on y va avec le Parti républicain, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Bush avec Cheney, le vice-président de Bush à ce moment-là, en 2000, qui ont appelé à la guerre en Irak, qui s'est avérée une fausse guerre, qui était montée de toutes pièces. Dans le Parti républicain, on a Mitch McConnell, qui est un vieux sénateur corrompu. On a eu Bush père, que je considère qui est un traître à la nation pour avoir financé, les Bush ont financé les guerres des deux côtés. On a eu Nixon qui a fait la guerre du Vietnam, etc. Donc, le Parti républicain, avant de dire qu'on donne carte blanche à un élu, il faut faire attention. Je vous ramène au point que moi, quand je fais ma réflexion, je dis, avant de donner carte blanche à Trump, qui parle comme un vendeur de chars et qui fait bien plein de promesses, bien, je vais attendre de voir un petit peu. Mais si Trump fait tout ce qu'il dit, je vais être très heureux dans 3 ans de sortir et dire je suis très heureux de m'être trompé sur M. Trump. Au niveau du Parti démocrate, que j'ai mis plus éloigné du centre, bien, on a eu Biden et Harris dernièrement. Biden, qui est depuis 4 ans, un vieux crouton qui a laissé rentrer des millions d'illégaux aux États-Unis, qui endette les États-Unis,
qui finance l'Ukraine à outrance, etc., qui a eu plus de guerres que jamais. On a eu Obama et Hillary Clinton. Obama, personnellement, a fait une job pas si pire, Obamacare, tout ça, dépendamment des positions. Mais Clinton, on sait au niveau de la corruption qui entoure les Clinton. Ensuite, dans les années 2000, juste avant les Bush, on a eu Bill Clinton qui a été élu, qui a été souvent sur l'île d'Epstein, qui a des scandales de sexe énormément, qui a beaucoup de gens qui meurent autour de la famille Clinton également. Et lui, il était associé avec Al Gore, qui est un fanatique du climat, puis qui voudrait qu'on meure pour pouvoir sauver le climat. Là, les humains peuvent mourir. Donc, ça, c'est le portrait au niveau des États-Unis. Puis je ne vois pas de personne qui dit on va sortir du système là-dedans. Sauf peut-être Trump dans le mandat actuel. C'est ce qu'on va voir, mais je ne donne pas carte blanche. Mais à date, au niveau provincial, au niveau fédéral, au niveau des États-Unis, je ne vois pas de réduction de l'État pour l'instant, sauf si Trump fait qu'est-ce qu'il dit. En Europe, on a dans l'Union européenne von der Leyen qui est entourée de corruption par-dessus corruption au niveau d'argent frauduleux, de deal avec les vaccins qui coûtent des fortunes avec Pfizer. Toute personne qui fait des petites recherches vont le voir. Macron est en train de détruire la France. Et dernièrement, depuis le mois de juillet, on a Keir Starmer, qui est le nouveau premier ministre ou président des United Kingdom. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa femme, c'est Victoria Alexander, qui est à la tête de la National Health System, le système de santé national des United Kingdom. C'est la femme du premier ministre en ce moment qui était pro-mesure COVID, dont on connaît les lockdown files au United Kingdom qui disaient qu'il fallait maintenir le peuple dans la peur. Maintenant, j'ai plein de gens dans mon entourage là, qui trippent bien gros sur l'association des BRICS qui vont amener une association et une monnaie adossée à l'or plutôt qu'être comme la banque qu'on va voir ici, le FMI, le Fonds mondial et le Fonds de monnaie internationale, les BRICS, qui ont la Russie, l'Iran et la Chine. Mais je tiens à rappeler que la Russie, l'Iran et la Chine, au niveau des droits humains, sont dans les pires classements qu'il y a sur la planète. Donc, est-ce qu'on veut que des entités comme les BRICS, incluant la Russie, l'Iran et la Chine, et d'autres pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux humains, aient plus de pouvoir et imposent leur idéologie? Je soulève la question, mais encore une fois, c'est juste l'idée de ne pas donner carte blanche à ces entités-là. Ensuite, il y a d'autres entités, comme l'ONU, des entités mondialistes, qui ont sorti dernièrement le pacte du futur voté en secret, imposé et voté en secret, pacte du futur qui donne plein de contrôle à leur entité, l'ONU. Il y a l'OMS qui recherche une entente pandémique sur s'il y a des nouvelles pandémies qui leur donneraient plein pouvoir. Même chose pour l'ONU qui veut avoir plein pouvoir s'il arrive une crise climatique ou autre. Il y a l'OTAN qui est en train de pousser la guerre en Ukraine et qui a poussé plus de 9 ou 10 guerres ou missions dans le monde depuis sa création. C'est-tu une bonne entité ou pas? Moi, je suis contre l'OTAN. C'est mon idée à moi par rapport à son passé, mais ceci étant dit, je vous laisse y réfléchir dans ces entités-là. Je crois qu'elles sont mondialistes et ne servent pas dans sa forme actuelle, ne servent pas le citoyen payeur de taxes, peu importe où il habite. Ensuite, on a le World Economic Forum ou le Forum économique mondial, que son souhait, c'est d'avoir un seul gouvernement mondial. On a les Bilderberg qui souhaitent une seule banque mondiale numérique. Et on a le Fonds de monnaie internationale qui maintient les pays endettés sous la forme actuelle et qui est appelé en ce moment, ce qu'on vit au niveau monétaire. Je crois que c'est appelé à changer bientôt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de turbulences, là, pétrole, or, etc. Mais la création d'argent à outrance, là,
Et l'endettement, il n'y a plus de limite, donc il y a un problème là. On verra qu'est-ce qui arrive. J'ai mis des personnalités ou entités à surveiller que je garde toujours du coin de l'œil, qu'est-ce qu'elles font. Il y a George et son fils Alex Soros qui vient de reprendre le dessus, qui appuie les démocrates. D'ailleurs, Alex Soros, qui n'est pas élu, a été plus de 14 fois à la Maison-Blanche pendant la présidence de Biden et la vice-présidence de Harris. Ils sont milliardaires. Ils ont fondé Open Society, qui n'hésite pas à déstabiliser des régimes pour intégrer leur agenda. Il y a Bill Gates, qui appuie les démocrates également. Excusez-moi, une petite gorgée. La fondation Bill et Melinda Gates pousse, entre guillemets, les vaccins, les virus, sont actionnaires majoritaires, quasiment majoritaires des Canadian Railway, les chemins de fer canadiens, et ils poussent la nourriture synthétique. Ça, c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Avec deux des trois choses qui poussent, là, j'ai de la misère. Ça ici, j'aime ça quand c'est pro-choix, puis qu'il n'y a pas de gain of function. Puis ça ici, j'aimerais que ce soit mon choix également, puis qu'on arrête de dire que les pets de vache, ça pollue. On a Elon Musk qui a récemment appuyé Trump parce qu'il était démocrate avant, jusqu'à récemment. Il a SpaceX, Starlink, Neuralink, Tesla et X. Tout ce qu'il fait est axé sur le développement technologique. Donc, si je reviens à mes critères primaires, où je disais que c'était important d'avoir le respect des ressources naturelles, à ce moment-là, Elon Musk, je trouve qu'il ne fait absolument rien au niveau du respect des ressources naturelles dans toutes ses inventions et tout ce qu'il fait. Deuxièmement, un des gros problèmes que j'ai, c'est au niveau du transhumanisme avec Neuralink et Starlink. Il est capable de connecter tous les gens avec les inventions qu'il fait et Dieu sait que les agendas mondialistes souhaitent le transhumanisme. Ensuite, il y a les familles que je crois qui influencent énormément par en arrière tous ces gens-là. Il y a la famille Rothschild. Puis là, vous voyez bien, là, la famille, pas un Rothschild en particulier, mais toute la famille ensemble qui se sont mariés avec d'autres entités, leur valeur est de 20 trillions de dollars. Vous lisez bien et c'est vérifiable ce que je vous ai écrit là. Imaginez-vous qu'est-ce que vous pouvez avoir comme influence si vous avez 20 trillions de dollars. Ensuite, il y a la famille Al Nahyan, les Arabes qui viennent d'Abu Dhabi. Hein? Ma conjointe aime beaucoup ce mot Abu Dhabi parce qu'on dit qu'on s'en va à Abu Dhabi. 830 milliards leur valeur, et si vous allez voir un petit peu leur valeur leur valeur financière, mais si vous allez voir leur valeur personnelle, vous allez trouver qu'ils sont très, très près du Qatar, sont très près des frères musulmans, etc. J'en dirai pas plus, mais je vous invite à voir ce petit côté-là. Et on a les Waltons, les Walmart, etc., qui valent la famille, qui vaut 342 milliards. Ça, ce sont des personnalités que je considère qu'il faut surveiller au niveau influentiel. Et pour terminer, eh bien, il y a les médias mainstream qui sont quand même tous sous contrôle mondialiste, toute la gang. Et je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a seulement que 6 entités qui détiennent 95% des médias aux États-Unis. Ici, l'État finance nos journalistes et nos radios et nos journaux, nos télévisions. Donc, c'est rendu quasiment toutes des entités qui sont sous contrôle financier de l'État. Donc, le narratif ou la propagande étatique est très présente. Donc, les médias mainstream sont à surveiller dans tout ce qu'ils disent également quand je fais des analyses. Donc, je ramène ça. Au début, je dis comment je fais pour analyser froidement qu'est-ce qui se passe ou avant de donner carte blanche ou de dire que quelqu'un travaille pour moi, le citoyen payeur de taxes. Parce qu'au bout de la ligne, les entités gouvernementales sont supposées travailler pour qui? Ils sont supposées travailler pour le citoyen, pas travailler pour eux autres, pas pour nourrir la bête. Et l'État américain grossit,
l'État québécois grossit, l'État canadien grossit. Donc, ça s'éloigne du citoyen payeur de taxes, la capacité à pouvoir toucher à ces entités-là. Et dans tous les cas, au niveau occidental, nous sommes tous dans une précarité financière qui nous oblige à être essoufflés financièrement, à travailler, à avoir, puis dans un état où on nous bombarde de consommation et d'informations où on ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, voici les premières questions que je vais vous poser, puis je vous invite à arrêter puis peut-être réécouter les questions que je vais vous poser. Je ne les mettrai pas à l'écran, je vais vous parler. On va y aller avec le premier volet que j'ai sorti, c'est la question sur l'efficacité et la gestion des ressources. Question numéro 1. Pensez-vous que l'État central est toujours bien informé sur les besoins spécifiques des différentes régions du pays? Surtout, puis on a un grand territoire au Canada et au Québec, on a un grand territoire, c'est grand comme la France. Donc, est-ce que, je répète là, est-ce que vous croyez qu'un gouvernement central respecte les réalités régionales quand il gère nos ressources? Et si il décide, mettons, comme de centraliser la gestion du lait, est-ce que c'est correct pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? On a quand même, ou d'autres régions qui ont beaucoup de fermes laitières, et d'autres qui sont plus minières ou boisiers. Donc, sais-tu bien que ces gestions-là soient centralisées, ces ressources-là? Je soulève la question. Moi, je suis vraiment un gars qui pense à la décentralisation, mais je vous pose. C'est une question que je me suis posée si elle est là. Deuxième, croyez-vous qu'une gestion plus locale des ressources permettrait une répartition plus juste et adaptée aux besoins des citoyens? Si, admettons, on met un comité régional pour gérer nos ressources, plutôt qu'avoir un ministre ou une ministre au provincial ou au fédéral, ou avoir un MAPAC déconnecté de notre réalité ou un syndicat de l'UPA, est-ce que vous pensez que ce serait mieux d'avoir une gestion locale pour être plus près de ceux qui ont vraiment les deux mains dedans, puis dire, OK, on a 10, 11 personnes qui ont été élues au niveau régional, puis on peut leur poser des questions directement. Si on a une insatisfaction, bien, on est directement. Mais là, essayez d'aller toucher à quelqu'un qui est au gouvernement du Québec, essayez de le rendre imputable. Vous posez la question, est-ce que c'est possible? Croyez-vous que ce soit mieux de transformer ou envoyer les aliments locaux, se faire transformer là, dans des grands centres, pour ensuite revenir au point de départ? Ou croyez-vous que ce serait mieux de le faire sur place? Je vais vous donner un exemple. On a un maraîcher ici l'année passée qui produit des légumes, non loin de chez nous. Et il disait, ils prennent son produit, ils le mettent dans le truck, ils s'en vont à Montréal, le produit ne sort même pas du truck. Il y a quelqu'un qui rentre, il regarde, il met un étampe, puis là, il revient dans la région pour se faire vendre. Puis on nous scelle les oreilles pour les traces carbone. Mais ça, c'est la gestion pour avoir la certification pour aller vendre dans les magasins. Il faut que le magasin à Montréal voie le produit puis il le ramène ici. Perte de fraîcheur, voyageage, dépenses inutiles d'essence, etc. C'est ce qui fait que nos produits coûtent plus cher. Donc, est-ce que vous croyez que ce serait mieux de transformer les aliments ou les préparer dans les régions ou les envoyer dans des grands centres? Je viens de donner des bons indices. À votre avis, est-il plus facile de surveiller ou de tenir responsable des fonctionnaires qui seraient régionaux ou des fonctionnaires qui sont à Québec, dans une tour d'ivoire, inaccessible? Je donne mes points de vue en même temps. Mais non, mais c'est des questions qu'il faut se poser. C'est plus facile de tenir responsable quelqu'un qui est au niveau régional? Je vais vous donner un exemple. Si, admettons, au niveau de la santé, là, on disait, gouvernement, donne-nous le budget pour 275 000 personnes qui vivent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va créer un comité ici, on va le gérer ici au niveau local, au niveau régional. On n'a pas besoin de toi. Donne-nous juste l'enveloppe budgétaire de nos taxes en passant. Puis là, on met un ou deux responsables au niveau régional. On est proche, là. S'ils ne gèrent pas bien nos systèmes de santé, ils vont se savoir, puis on fera des choix selon notre réalité à nous en région. C'est
un ajout pour réfléchir à cette question-là de l'imputabilité si les personnes sont au niveau régional plutôt qu'au niveau provincial dans une grosse machine. Pensez-vous que des fonctionnaires dans des régions auraient plus intérêt à améliorer les services ou pensez-vous qu'au niveau du gouvernement central, là, ils ont de l'intérêt pour la petite région à gauche, à droite ou la côte nord, admettons, en santé? Hein? Donc, c'est une question. Parce que quand quelqu'un est proche, est-ce qu'il y a plus d'intérêt à améliorer les services ou est-ce que c'est quelqu'un à Québec qui a plus d'intérêt à améliorer les services d'où vous vivez, d'où on vit? Et une dernière question sur ce volet-là. Voyez-vous des avantages à ce que les budgets locaux soient contrôlés par des autorités régionales plutôt que par un gouvernement central? Il doit avoir sûrement des avantages à gérer des budgets au niveau local, je croirais, parce que la machine jusqu'à maintenant étatique, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, ne fait qu'empiler dette par-dessus dette. Et je ne sais pas, moi, comment vous gérez vos budgets à vous personnellement, là, mais quand c'est des dettes qui s'accumulent, à un moment donné, il y a un drapeau qui lève. Ça dit, ça suffit. Il faut faire le ménage dans nos finances. Il faut devenir plus efficace. Mais là, l'efficacité au niveau provincial, au niveau fédéral, n'est pas là du tout. Ils en font la preuve par rapport au déficit qui s'accumule. Donc, est-ce que ce serait bien que les budgets locaux soient contrôlés par des autorités régionales plutôt que par un gouvernement central? Ça met fin au premier volet. Deuxième volet de questionnement que j'invite à faire pour savoir si un gouvernement ou non travaille pour nous. Question sur la réduction des taxes et l'efficacité fiscale. Avez-vous l'impression, petite gorgée, santé, avez-vous l'impression que les coûts liés à la bureaucratie nationale sont justifiés? 11 milliards de dettes au Québec. Ou pensez-vous que des administrations locales pourraient fonctionner de manière plus efficace, avec moins de dépenses? Avez-vous l'impression que les coûts liés à la bureaucratie provinciale ou nationale est justifiés, les déficits records qu'on enregistre? Ou pensez-vous que des administrateurs locaux pourraient fonctionner de façon plus efficace, avec moins de dépenses? Répondez à la question dans le clavardage de cet épisode 11. Pensez-vous que la réduction du nombre de fonctionnaires pourrait alléger le fardeau fiscal? Je tiens à rappeler, Trudeau a intégré 110 000 fonctionnaires supplémentaires depuis qu'il a été élu. Est-ce que vous avez plus de services pour l'argent qu'on paye et le déficit qu'on a, taxes carbone, etc.? Legault avait promis de réduire la taille de l'État. Il y a eu une augmentation de 14 ou 15 de la taille de l'État depuis que Legault est au pouvoir. Ils ne tiennent pas leurs promesses, ils ne sont pas plus efficaces. On est les plus taxés, les plus imposés en Amérique du Nord. Est-ce qu'on en a pour notre argent? La question, avez-vous l'impression que les coûts liés à la bureaucratie nationale sont justifiés? Ou est-ce qu'on serait mieux de décentraliser vers les régions? Enlever les fonctionnaires. À votre avis, dernière question sur ce volet, est-ce que c'est possible que la décentralisation vers les régions réduise le gaspillage bureaucratique parce qu'on garderait un œil dessus et permette de diminuer les taxes et les impôts? À votre avis, c'est-il possible que si on décentralisait vers les régions, on réduirait le gaspillage bureaucratique et on réduirait taxes et impôts à ce moment-là? On serait plus efficace. C'est la dernière question sur ce volet. Je vous invite à y répondre dans le clavardage. Question sur l'autonomie locale. Est-ce que vous croyez qu'une gestion locale des services publics, comme les infrastructures ou l'éducation, si on gérait notre éducation puis notre santé, admettons, on pourrait être plus réactif aux besoins urgents de la communauté, on pourrait plus pointer qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, plutôt qu'avoir un programme global
qui répond plus à Montréal ou à Québec, aux grosses villes, aux grandes villes. Donc, pensez-vous qu'une gestion locale des services publics identifierait mieux les points qu'on a besoin, les urgences qu'on a besoin de traiter, comme la santé ou l'éducation, les écoles, les établissements? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Si on gérait au niveau local, est-ce que ce serait mieux que des programmes gouvernementaux qui répondent aux grandes villes comme Montréal ou Québec? Autre question. Si chaque région pouvait adapter ses politiques fiscales et économiques à ses propres besoins, pensez-vous que ça profiterait aux citoyens dans des régions spécifiques? Si on pouvait décider de nos politiques fiscales, qu'est-ce qu'on taxe pas? Admettons qu'on a une richesse régionale. Mettons, nous autres, là, qu'on a des mines. Je ne sais pas, une région où il y a des mines, ou nous autres, ici, c'est l'agriculture. Est-ce que pour nos résidents locaux, on pourrait dire on donne un break aux résidents locaux, mais ce qu'on vend aux autres, on va faire notre profit dessus? Ça donnerait une chance au niveau local. Pensez-y. On pourrait faire une gestion régionale de certaines choses, certaines richesses. Pensez-vous que les citoyens, admettons, OK, pour revenir à la dernière question, la taxe carbone, en a-tu besoin si on transforme et garde nos richesses à l'intérieur de la région pour ensuite les vendre ailleurs? Ils font ce qu'ils veulent ailleurs, mais nous autres, on transforme ici, on prend nos richesses, on transforme notre lait, on transforme notre bœuf, notre viande, nos poules. Si on faisait tout ça, là, pensez-y. Pensez-vous que les citoyens pourraient avoir plus de contrôle de pouvoir de décision sur leur politique locale si c'était décentralisé? Choisir qu'est-ce qu'on met de l'avant? Ou donner le pouvoir au niveau central du gouvernement pour être sûr, mettons aussi, il peut avoir des points, mieux coordonner les routes. Mais moi, pour un gars qui travaille dans la construction, je travaille avec le MTQ. Je suis désolé de vous dire que c'est le bordel au MTQ, puis ils ne sont pas très efficaces, là. Sur 24 personnes qui travaillent là, il y en a 18, tu n'as aucune idée de ce qu'ils font, là. Il y en a 3 ou 4 que tu parles qui sont là, mais. Donc, au niveau de l'efficacité, on va repasser. Mais c'est sûr qu'une coordination des routes et des infrastructures au niveau provincial, c'est super. Au niveau fédéral, mais si c'est bien fait, mais là, c'est trop lourd, aucune imputabilité. Et commission d'enquête par-dessus commission d'enquête pour la construction, pour ci, pour ça. Fait qu'au niveau local, est-ce que c'est mieux une gouvernance décentralisée ou centralisée? On passe à un autre volet. Des questions sur la taille du gouvernement et de la bureaucratie. Pensez-vous que la concentration du pouvoir au niveau national crée une bureaucratie lourde et lente à réagir? Ou trouvez-vous que c'est une bureaucratie efficace? Trouvez-vous que le nombre de fonctionnaires qu'on a est vraiment nécessaire? Puis c'est la réponse, là, quand on veut un service, est là, puis est efficace, puis ça coûte le bon prix, le juste prix. Moi, j'aimerais ça qu'on remette en question l'efficacité des structures gouvernementales centralisées. C'est important de se remettre en question. J'ai hâte de voir un parti qui va le faire. Je ne pense pas que ça va être le Parti québécois. Le Parti québécois qui va rentrer au pouvoir aux prochaines élections. C'est déjà écrit dans le ciel. La CAQ fait toute la place pour que le Parti québécois rentre en place la prochaine élection. Mais allez voir le programme. C'est la même affaire avec la CAQ. Donc, est-ce qu'ils vont réduire la taille de l'État? Ils vont dire on va faire un vote sur la séparation du Québec. On sait déjà que ça ne passera pas. Pourquoi dépenser 8, 10, 16 millions là-dessus? Ça ne donne à rien. Faisons le ménage, puis après ça, on verra si on est assez mature pour se séparer. Mais non. Le Parti québécois s'en va de là, puis il y a le même programme que la CAQ. Donc, pensez-vous que la concentration du pouvoir au niveau national, la bureaucratie est-elle efficace ou inefficace? Autre question. Croyez-vous que la réduction du nombre de fonctionnaires et la décentralisation des pouvoirs vers les régions pourraient rendre le processus administratif plus rapide et efficace? Est-ce que c'est possible de simplifier? Est-ce que c'est possible de dégraisser un peu, d'enlever des choses? Moi, je pense que oui.
Et je pense qu'il y a énormément d'argent et de ménage à faire, mais ils ont des enveloppes budgétaires puis ils les dépensent à toutes les années. Puis il n'y a personne d'imputable. Aucune responsabilité, aucune compétition. Tout ce qu'on voit dans les journaux, c'est dépasse-coût de 200 millions, fait, que ce soit tous les projets que le gouvernement Nordvolt, Nemaska Lithium, avec Ford, la filière batterie, c'est tout le temps des dépassements de coûts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'où le 11 milliards de dettes. Puis on est les plus taxés et les moins efficaces. On est la province la plus corrompue du Canada. Donc, moi, si j'entrais au pouvoir, ce serait, je promets de réduire, couper de moitié les fonctionnaires. Commencez déjà à vous trouver une job. Et je pense que ça ne changerait pas grand-chose si on en coupait la moitié. Autre question? Ben, c'est plus une question, mais je vais vous donner des. C'est pas plus une question, c'est plus un commentaire. Puis il va y en avoir pas mal des questions dans la prochaine. Croyez-vous que la majorité des ministres en poste sont là pour leurs compétences ou parce qu'ils suivent une ligne directrice de parti, sont obéissants, comme des Drainville et tout ça? Là? Hein? Croyez-vous que Chrystia Freeland là, est rendue ministre des Finances, celle qui était une journaliste médiocre avant? Es-tu là pour ses compétences ou parce que des gens ont décidé de la mettre là? Elle est ministre des Finances, là, pensez-y. Là. C'était une journaliste médiocre. Elle n'a pas de formation là-dedans. Au Canada, on a Chrystia Freeland avec ses tics et tout. Allez voir des vidéos de Chrystia Freeland, elle a un problème. Là. Croyez-vous qu'elle est là pour ses compétences? Croyez-vous que Mélanie Joly est ministre des Affaires étrangères parce qu'elle connaît bien la géopolitique ou parce qu'elle est manipulable? Parce qu'elle fait qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Hein? Croyez-vous que Guilbeault est ministre des Transports pour ses grandes compétences en transport? Ou parce qu'elle est fidèle aux lignes de parti de Legault? Le chef que tous les autres, s'il y en a un qui dit non, you're out. S'il y en a un qui questionne, you're out. Ben, pensez-vous que Drainville est là parce qu'il est super intelligent? Allez écouter Drainville, 3-4 clips. Là. Ça vole pas haut en éducation. Roberge, un yes man, c'est une pantoufle, une mitaine. Jean-François Roberge. Et les autres élus. Hey, pas un contredit Legault. Il y en a un qui a contredit Legault dernièrement à Saint-Jérôme, avec un nom bizarre un peu, là, puis il n'est plus dans le caucus. Fanny. Puis là, il a recommencé à apprendre un petit peu là, la langue de bois de politicien. Anyway, donc, pensez-vous que Justin Trudeau aurait accédé au titre de premier ministre du Canada s'il n'était pas le fils de Pierre Elliott Trudeau? Pierre Elliott Trudeau nous a mis dans la marde, puis Justin arrive, puis il nous met le pied sur la tête, puis il nous cale un peu plus dans la marde. Puis il y a un passé criminel, il y a des allégations de pédocriminalité, puis il est rendu premier ministre. Il y a de la corruption qui entoure ce gars-là, comme ça se peut pas. Il est encore premier ministre. Aucune imputabilité. Pas capable de le déloger. Es-tu là pour ses compétences ou il y a quelqu'un qui voulait qu'il soit là? Qui sont les sponsors derrière Justin Trudeau? On revient aux questions de base. Là. Justin Trudeau travaille-tu pour le citoyen payeur de taxes en augmentant notre dette de 600, 700, 800 milliards? Est-ce qu'on est tous mieux avec la taxe carbone? Prochain volet, la question sur la participation citoyenne. Pensez-vous que les citoyens se sentiraient plus impliqués et entendus si les décisions étaient prises au niveau régional plutôt que national? Moi, quand est-ce qu'on m'a demandé de voter si on voulait la taxe carbone? Comment ça se fait que Legault dit en 2035, ça va être juste des chars électriques? Depuis quand il est rendu, lui, qui décide c'est quoi le marché? C'est quoi qui est mieux au niveau du marché pour moi? Le libre marché est disparu au Québec. Le premier ministre décide en 2035, tout le monde va avoir un char électrique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est rendu un vendeur de chars. Si là, pensez-vous que les citoyens se sentiraient plus impliqués et entendus si les décisions étaient prises au niveau régional plutôt que national? Et où la démocratie dans les deux points que je viens de vous dire? Taxe carbone, les chars électriques, donner des milliards à la filière batterie pour des projets
qui ne marchent pas, qui coûtent cher, qui ne sont pas rentables. On a une seule richesse, Hydro-Québec. On pense à nous augmenter tout le temps. Les pays qui ont du pétrole, d'après moi, ils ne payent pas leur pétrole cher. Là. Nous autres, on a l'hydroélectricité. On peut-tu continuer à ne pas trop la payer cher? Croyez-vous que le modèle actuel permet une véritable écoute des citoyens de toutes les régions? Serait-il préférable que chaque région ait plus d'autonomie dans les décisions politiques? Tantôt, au début, je vous ai dit, Legault, troisième, je promets, troisième lien, je promets réduire la taille de l'État, je promets un système de la santé qui marche, je promets réduire la dette, la taille, le fiscal. Il n'y a rien, il y a toutes des mensonges, zéro imputabilité. Ça serait mieux si on était plus proche des décideurs au niveau régional. Pensez-vous pas que ça serait mieux? Puis je me suis permis un volet sur la santé. Faites des petites recherches là-dessus. Puis les choses que les docteurs ou les ordres n'apprennent pas quand ils vous soignent. Ils n'ont pas appris qu'il y a 8 milliards de tonnes de plastique qui se désagrègent en particules et qui se fixent à nos molécules. Le plastique qu'on voit des champs là, partout, là, les fermiers, ça, c'est des superbes pratiques de nos agronomes. Le plastique partout, partout, partout. 8 milliards de tonnes de plastique qui se désagrègent en particules chaque année. Vérifiable. Les docteurs, puis ça se ramasse dans nos organes en passant, là. Dans nos molécules, dans nos enfants, dans nos animaux. Ils n'ont pas appris que 6 milliards de tonnes de pesticides pulvérisés sur notre nourriture chaque année, et que ces produits sont fortement associés à l'Alzheimer, la démence, le cancer, l'obésité, l'infertilité, TDAH, problème de foie. Je vais vous le répéter. 6 milliards de tonnes de pesticides pulvérisés sur notre nourriture chaque année. Puis que les produits sont associés à l'Alzheimer, la démence, le cancer, l'obésité, l'infertilité, TDAH. On n'a jamais vu autant de TDAH. Hein? Problème de foie. Plastique, pesticides. Ça, c'est des priorités. Pas la langue française. C'est que c'est ça. La langue française. C'est quoi les dernières priorités du gouvernement? Anyway. C'est des hosties de clowns. Les docteurs, ils ne semblent pas savoir que simplement faire une marche de 7000 pas par jour peut empêcher l'obésité, le diabète de type 2, l'Alzheimer, la démence, réduire les flux gastriques de 50 abaisse les risques de malaise cardiaque. 7000 pas par jour. Les docteurs, je n'ai pas entendu cette prescription. Tu fais un petit peu d'exercice. Non, dis-le. C'est 7000 pas par jour, le gros. Fais un peu d'exercice, puis tu ne seras pas ici. Ça, c'est un système de santé. Les docteurs, ils disent plus que c'est important de prendre du soleil parce que l'horloge biologique dicte la santé cellulaire de notre corps. Là, je vous donne des trucs que nous autres, là, ici, dans ma famille, on utilise. Là. On en prend en masse du soleil. On fait un peu de sport. On mange bien, bio, chez nous. Puis je finis en précisant qu'un étudiant en médecine va passer vérifiable en passant, un étudiant en médecine va passer entre 40 et 60 heures à étudier les vaccins, 120 à 200 heures à étudier les médicaments à prescrire sur 4 ans d'études, incluant les stages. Je répète, un étudiant en médecine sur 4 ans d'études, avec les stages, va passer entre 40 et 60 heures à étudier les vaccins, sûrs et efficaces, à 95 %, qui 1 an plus tard ou 2 ans plus tard sont sûrs et efficaces à 33, 45, on ne sait plus combien de pourcents, mais ce n'est pas 50 %. Puis ils vont passer 120 à 200 heures à étudier les médicaments qu'ils prescrivent sur 4 ans. Sur 4 à 5 ans d'études et stages, les médecins passent 160 à 260 heures à étudier des vaccins et des pilules.
Donc, 4 à 6 semaines sur 4 ans. Et une autre, pour vous indiquer comment nos docteurs sont spécialisés, là, ils passent entre 60 et 100 heures à étudier le système immunitaire. Hein, les annonces qu'on entend là, des ordres des médecins et tout ça, il n'y a rien de plus efficace que le vaccin. Pas vrai? Le plus efficace, c'est le système immunitaire. Mais ils passent juste 60 à 100 heures à étudier le système immunitaire sur 4 ans. Tout ce que je viens de vous dire là est vérifiable. Vous ferez rejouer. Est-ce que vous pensez que c'est plus payant pour un médecin de vendre des vaccins, de vendre des pilules, ou bien de fournir une astuce que c'est important d'aller marcher 7000 pas par jour, de faire un peu de yoga, de bien manger pour prendre un peu de soleil, renforcer son système immunitaire? C'est quoi qui est le plus payant pour le docteur qui est formaté avec les livres de Rockefeller de là 60 ans? Donc, en se posant toutes ces questions-là, moi, j'arrive à reconnaître les bénéfices d'une structure décentralisée puis plus légère. Puis c'est important de questionner l'efficacité, la pertinence d'un État centralisé trop lourd, puis avec trop de bureaucratie. Puis la morale, pour moi, c'est que si un programme de parti, un élu ou un chef de parti maintient le système gouvernemental avec une bureaucratie lourde et centralisée, tel qu'on l'a en ce moment, bien, c'est qu'il n'y a rien qui change pour le payeur de taxes au bout de la ligne. Ça fait que si vous avez encore le goût de dire « Ah, moi, je crois là, que j'ai voté pour la CAQ l'autre fois, là, puis il n'a rien fait de ce qu'il a dit qu'il ferait, mais je vais voter pour la PQ, cette fois-là, ils vont faire ce qu'il fait. Là. » Souvenez-vous de la Castafiore en passant. Là. Puis souvenez-vous de toutes les autres avant. Puis souvenez-vous de Charest au Parti libéral. Souvenez-vous de tout ça. Là. Si un élu dit qu'il ne veut pas donner plus de pouvoir aux citoyens, il va faire la même affaire que les autres. Peut-être bien là, que Poilievre là, va arriver, il va dire « Je vais assainir les finances, axe de taxe carbone là, avec sa voix plate. » Mais il va maintenir le système tel qu'il est là, puis dans 4 ans, 5 ans, 8 ans, on va avoir un autre tweet vendu aux mondialistes comme Trudeau, qui va détruire encore, qui va nous conserver dans la précarité. Pensez, est-ce que la précarité, notre situation en tant que payeur de taxes, en tant que citoyen, est précaire au niveau financier, dans toutes les façons. Même si ma maison est payée, même si j'ai de l'argent à la banque, si je ne paye pas mes taxes, 3 ans, ça se peut qu'ils viennent ici et qu'ils prennent ma propriété. On n'est pas capable d'être propriétaire de ce qu'on a. On n'a plus rien, on n'a plus de possibilités. Il y a plein de lois et règlements qu'il faudrait qu'ils changent. Il y a plein de pouvoirs qu'il faudrait qu'ils soient redonnés aux citoyens. La gestion de la santé, pas de la système de la maladie. En ce moment, c'est le système de la maladie inefficace. Un éléphant blanc qui n'arrête pas de coûter plus cher. Les écoles désuètes, les égouts, les routes. Ils n'arrivent pas, sont inefficaces. Donc, est-ce que au niveau provincial, voter, ça va me donner de quoi? Ça va changer de quoi? S'il n'y en a pas un qui promet de décentraliser quelques pouvoirs ou quelques budgets vers les régions, je ne vote pas pour lui. Donc, probablement qu'aux prochaines élections provinciales, je ne voterai pas. Et là, vous allez me dire, ben, OK, au niveau fédéral, il y a Poilievre. Poilievre va assainir les finances, mais s'il maintient le système en place, il va couper la taxe carbone. Peut-être bien. Mais il faut commencer à quelque part. Ben, moi, je dis, commençons à nous faire entendre. Commençons à dire, je ne voterai pas. C'est ma façon de protester. Je vais aller annuler mon vote. À moins que tu me promettes, puis il faut le dire aux élus régionaux, là. Tu le dis quand tu passes chez vous, puis hey, tu voteras pour moi, c'est ça. OK? Dis-moi que tu vas être imputable à ton programme. Tu vas respecter ton programme, tu vas être imputable à ton programme, puis que tu vas décentraliser des pouvoirs vers l'électeur. Puis si tu sors du programme, tu vas me consulter.
Si tu me dis ça, je vais voter pour toi. Puis tu vas me le signer. Mais si tu ne fais pas ça, j'ai pas raison de te croire. Alors voilà. Ça fait le tour pour ce que j'ai à vous dire. Donc, est-ce que aux élections américaines, pour finir, Trump est le bon gars ou Trump n'est pas le bon gars? Il n'a pas fait ses preuves. Pour l'instant, c'est un vendeur de chars, un vendeur de rêves. On verra dans les 3 prochaines années si ça s'en vient, mais je vais vous donner un indice. Si à un moment donné, Trump parle de monnaie numérique, puis enlever l'argent, le cash, vous commencerez à vous poser des questions. Si Trump est avec Elon Musk et il dit on veut du transhumanisme, on fera attention. Parce qu'ici, avec Trudeau, c'est déjà en place. La monnaie numérique, qu'est-ce que ça fait, la monnaie numérique? Ça fait que quand il n'y a plus de cash, il contrôle tout. Chaque scène, il voit tout. Donc, on revient au crédit social chinois. Si tu ne payes pas ou si tu ne suis pas bien, là, ben, on a le contrôle sur ton portefeuille, mon petit garçon. Fait que c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Je vous remercie beaucoup si vous faites des commentaires. Je vous invite aussi au niveau des solutions. Il y a eu les capsules sur l'autosuffisance que j'ai mis sur la chaîne YouTube Équipodcast, que je vous invite à aller revisiter parce qu'au niveau solutions, ben, c'est de contrôler ou d'être en mode autonomie ou en mode autosuffisance le plus longtemps possible. Donc, c'est des belles capsules qui sont à la base, qui disent au niveau financier, au niveau énergétique, toutes des petites choses à faire pour commencer à reprendre un certain contrôle puis être le plus autonome 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de mauvais. Ça peut être une semaine, mais c'est mieux être autonome une semaine que pas du tout, être 100% dépendant du système. Donc, en mode solution, c'est de revendiquer son autonomie, de s'exprimer lorsqu'un élu passe, de lui dire qu'on veut de l'imputabilité, qu'on veut de la décentralisation, qu'on veut réduire la taille de l'État. Après ça, bien, on fait notre devoir de citoyen. Sur ça, j'espère que les questions soulevées ce soir vous ont plu. Puis, à la prochaine. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous armer, y aurait pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré.